It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 13e épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, quelques heures avant le deuxième match de ces finales NBA entre Denver et le Miami Heat, j'ai décidé de me poser la question, et de toute façon vous l'avez vu dans le titre, de savoir où se place le duo Jamal Murray et Nikola Jokic dans la ligue actuellement, parmi tous les duos de cette ligue, et de savoir si actuellement ce duo ne serait pas le plus complémentaire et le plus efficace de toute la NBA. Donc c'est ce qu'on va voir, en explicitant dans un premier temps la relation entre Jamal Murray et Nikola Jokic sur le terrain, notamment lors de ces playoffs, le plus haut niveau de la NBA, là où c'est le plus parlant, et aussi en revenir sur leur histoire plus ou moins récente, parce qu'ils ont quand même joué plus de 387 matchs ensemble au jour d'aujourd'hui. Donc on reviendra sur leur jeu, pour ensuite le comparer avec nombre de duos, ou ce que je pense être des duos dans cette ligue, parmi les autres équipes, parmi les autres effectifs, qui peuvent concurrencer potentiellement Nikola Jokic et Jamal Murray, pour ensuite faire un top 3, peut-être un top 5, à voir où se place ce duo dans ce classement. Et voilà, on va tout de suite commencer donc en explicitant cette relation entre ces deux joueurs fabuleux qui ont de bonnes chances, des chances probables en tout cas, de gagner le titre NBA cette année. Allons-y. Denver makes history. The Nuggets are going to the NBA Finals for the first time in franchise history. What a special night for the Denver Nuggets franchise, and what a wonderful moment for the Nuggets fans. 47 years, and they're finally in the NBA. Alors, Nikola Jokic et Jamal Murray. Ils ont joué, comme je l'ai dit précédemment, plus de 387 matchs ensemble. Nikola Jokic a été draft lors du second tour en 2014. Quant à Jamal Murray, c'était en 2016. Donc nous sommes en 2023, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait donc plusieurs années que les deux se développent ensemble et qu'ils ont d'ailleurs atteint et excédé des plafonds qu'on leur destinait, notamment pour Nikola Jokic, qui sont assez importants. Jamal Murray a été blessé pendant plus d'un an et d'ailleurs a loupé beaucoup de matchs, ce qui baisse aussi leur nombre de matchs joués ensemble, mais il était quand même dans l'effectif et ils ont donc progressé, et on peut même considérer qu'ils ont joué plus de matchs, ou du moins d'entraînement qu'il est noté dans mes fiches. Donc voilà, on a affaire à un duo qui joue depuis des années ensemble, une franchise de Denver qui a appris et qui a patienté, qui n'a pas précipité les choses comme elle aurait pu le faire, notamment lors de la blessure de Jamal Murray, en essayant de trouver un joueur, un lieutenant plus fort intrinsèquement que Jamal Murray. Ils ont décidé de prendre le temps. Une bonne décision à mon sens, on n'a qu'à voir cette année ce qui se passe. Évidemment ça aide quand on a un double MVP en la personne de Nikola Jokic, et on va expliciter un peu ce qu'on attend dans un duo. J'attends pas que les deux personnes aient un niveau similaire ou un niveau énormissime, on le verra avec d'autres duos plus tard. J'attends une sorte de fusion de talents, de complémentarité évidemment, et une facilité à jouer ensemble et à combler, comme je l'ai dit, avec la complémentarité, à combler les failles de l'autre, ou potentiellement sublimer les qualités de l'autre et ses propres qualités en jouant à deux. Ce qui se passe effectivement avec Jamal Murray et Nikola Jokic. On va y venir tout de suite. Jamal Murray, donc un meneur scoreur, plus que passeur, mais un meneur qui sait passer aussi, un meneur scoreur dans la pure lignée des meneurs modernes, c'est-à-dire un meneur qui peut shooter aux 3 niveaux, pénétrer, à mi-distance, il est létal, notamment sur cette campagne de play-off, et un Jokic, du coup, qui est un poste 5, un joueur de plus de 2m12, qui joue évidemment comme un point guard pour ceux qui l'ont déjà vu jouer, j'espère quand même que vous l'avez déjà vu jouer, et qui de ce fait a un talent à la passe, un talent au rebond, qui peut suppléer parfaitement Jamal Murray, et de toute façon quand les deux jouent ensemble, quand les deux décident, parce que le match est compliqué ou que le score est assez serré et étriqué, les deux décident de jouer ensemble, eh bien on a affaire à un duo plus que létal. En effet, les deux peuvent scorer efficacement, comme je l'ai dit, Jamal Murray aux 3 niveaux, Nikola Jokic, c'est exactement la même chose. Ce dernier, à la manière peut-être d'un LeBron James du front de courte, du poste 5, est un excellent scoreur, un scoreur énorme qui peut marquer
plus de 40 points lorsqu'il le décide, mais finalement ce n'est pas quand il score qu'il est le plus dangereux, c'est quand il distribue, quand il impose son tempo aux autres équipes. Et Jamal Murray profite évidemment de ce tempo qui est imposé par Nikola Jokic, lui en scorant, lui en se démarquant, en apportant sa gravité, en jouant tous les deux notamment sur du pick and roll. Le pick and roll Nikola Jokic comme Jamal Murray est plus que létal, car les deux peuvent aller scorer, les deux peuvent scorer aux 3 niveaux, les deux peuvent passer l'un à l'autre ou à des autres, à des tiers dans le corner, pardon. Donc oui, évidemment qu'on a affaire à un effectif et à un duo qui se connaît par cœur. Ce jeu de demi-terrain que proposent Jamal Murray et Nikola Jokic, qui sont tous les deux capables de prendre feu à n'importe quel moment et qui ont très rarement des matchs sans. Jamal Murray est très, disons, mid lors des saisons régulières et se préserve un peu. Peut-être qu'il avait aussi un peu peur pour sa jambe cette année en retour de blessure et qui ne prend beaucoup plus de risques, lors de ses playoffs, et on voit son vrai niveau lors de ses playoffs. Il a intrinsèquement, même s'il ne l'a jamais été, un niveau de All-Star en puissance, et qui d'ailleurs fait face à des joueurs et égalise le niveau de joueurs qui sont dans la ligue bien plus établis que lui. On peut parler de Devin Booker ou de joueurs comme ça. Non, c'est très impressionnant. Jamal Murray a fait des perfs assez incroyables. Nikola Jokic tourne tout simplement en triple-double. On n'en parle pas assez, évidemment, parce qu'en fait, on parle d'un pivot, on s'est un peu habitué à ses performances, mais c'est tout simplement la première fois et sûrement la dernière fois dans l'histoire que ce profil de joueur apparaîtra. Peut-être qu'on en reparlera dans 30 ans et on verra un mec où on comparera des mecs peut-être moins forts que lui ou avec un autre style de jeu, mais dont on veut se rapprocher de Nikola Jokic, mais on ne retrouvera jamais un deuxième Nikola Jokic, il faut s'en rendre compte. Et on rencontrera aussi très peu, je le pense, et je vais peut-être un peu spoiler la suite de mon podcast, on rencontrera très peu de duos qui ont fait un tel parcours de play-off. On parle d'un meneur qui a réussi à élever incroyablement son niveau de jeu, et d'un pivot, évidemment, comme je viens de le dire, tout simplement all-time, et qui ne joue pas, et ça c'est extrêmement important pour moi quand on parle d'un duo, qui ne jouent pas chacun leur tour, qui sont en fait le plus dangereux quand ils se coordonnent entre eux, quand ils jouent un pick and roll entre eux, quand sur demi-terrain, ils décident tout simplement d'annihiler la défense adverse, parce qu'en fait, il n'y a aucune solution à apporter à un pick and roll entre Jamal Murray ou Nikola Jokic dans l'elbow. Nikola Jokic qui ressort pour faire une passe à Jamal Murray qui s'est démarqué, ou le contraire, les deux peuvent le faire, et c'est ça qui est impressionnant pour une relation 1-5 qui est souvent avec un passeur en la personne du point guard et un finisseur avec le 5. Là, leur relation peut être totalement inversée. Et on en retrouve un truc, tout simplement un truc qu'on n'a jamais vu en NBA et qui d'ailleurs se traduit avec le premier match des finales NBA. Les deux ont été pour l'un en triple-double et l'autre en double-double, oui, avec Nikola Jokic qui a marqué qui a mis plus de 14 passes décisives et Jamal Murray 10 passes décisives, si je me souviens bien, je sais plus, ce qui est tout simplement un record en NBA, et pour Nikola Jokic et pour Jamal Murray qui est arrivé deuxième sur le même match, ce qui est assez impressionnant. Et c'est aussi la troisième et uniquement la troisième fois que ça arrive pour un duo en finale NBA. Et c'est la première fois que ça arrive pour leur premier match ensemble de leur première finale. Donc vraiment, on a assisté à un truc qui est tout simplement all-time. Et Nikola Jokic est également le second joueur de l'histoire derrière Jason Kidd à faire un triple-double pour son premier match de finale NBA. Donc je sais pas si on peut se rendre compte du délire qu'on a sous les yeux. On sait que beaucoup de jeunes, notamment, je pense que c'est souvent des jeunes, ne sont que très peu intéressés par ces finales NBA du fait que, voilà, Denver comme Miami ne sont pas des équipes très reluisantes, très sexy, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou ceux qui sont un peu curieux, il faut se rendre compte de ce qu'on a sous les yeux. On parle de deux joueurs qui ont atteint une forme de prime en duo qui est tout simplement impressionnant à voir, qu'on voit très rarement, et qui tout simplement doit être mis dans un contexte. Et ce contexte, on va l'expliciter en parlant des autres duos de cette ligue. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour parler des duos all-time, une sorte de top 10, mais du coup, on a déjà du très beau monde pour
cette seconde partie où on va parler assez rapidement de plusieurs duos qui, je pense, pourraient rentrer dans la discussion ou qui sont en tout cas dans la discussion des meilleurs duos de cette ligue. Et du coup, voilà, on va y aller, hein. On va parler de ces autres joueurs NBA et de ces autres duos. Allons-y. Bon, je pense que vous vous en doutez, mais on va pas parler de l'ensemble des duos de cette ligue, hein. Ça prendrait beaucoup trop de temps et je pense que ce n'est tout simplement pas intéressant dans le cas où on doit les comparer à Jamal Murray et Nikola Jokic, hein. On parle quand même d'une certaine élite. Mais juste pour en faire un petit peu le listing, je ne parlerai évidemment pas de Zion Williamson et Brandon Ingram, non plus de Julius Randle et Jalen Brunson, qui sont dans les deux cas assez faibles en termes de duo. Évidemment, je parle de duo. L'un n'ont pas beaucoup joué ensemble, se complètent pas forcément comme le feraient Jamal Murray et Nikola Jokic, et l'autre joue dans la personne de Julius Randle et Jalen Brunson, joue un petit peu chacun leur tour, on va dire, et manque évidemment d'un niveau intrinsèque que possède le premier duo dont on a parlé. Je parlerai pas non plus de joueurs comme LaMelo Ball et Miles Bridges. Eux, je les trouve très intéressants parce que pour moi, ils ont une complémentarité qui est assez phénoménale, mais évidemment, ils n'ont pas joué ensemble depuis un an. Ils ne possèdent pas non plus ce niveau intrinsèque requis. En plus, avec les difficultés judiciaires, on va le dire comme ça, hein, même si c'est beaucoup plus grave que ça, qu'a connu Miles Bridges, on ne l'a pas vu sur les terrains depuis longtemps. On ne sait pas à quel niveau il va revenir. Et je pense tout simplement qu'il manque de ce niveau. Aussi, on peut parler un petit peu plus longuement de Darius Garland et Evan Mobley. En effet, j'ai choisi de parler d'eux. Certains me diront que c'est Donovan Mitchell et Darius Garland le vrai duo de cette équipe. Je ne pense tout simplement pas. Darius Garland et Evan Mobley sont un duo en tout cas plus classique que Jamal Murray et Nikola Jokic, ça c'est sûr, mais d'une complémentarité assez exemplaire, on va le dire. Darius Garland est un scoreur, passeur, un meneur scoreur et passeur évidemment, avec un handle léché, un des meilleurs handles de la ligue, peut-être le second meilleur derrière évidemment Kyrie Irving, ou en tout cas derrière ce type de joueur, qui manque bien évidemment de défense, et derrière ça on a Evan Mobley, une sorte d'octopus, de pieuvre qui peut suivre les extérieurs en défense, qui est un bon protecteur d'arceau, même un excellent protecteur d'arceau, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de la ligue déjà alors qu'il est assez jeune, aussi un joueur qui arrive de plus en plus à s'écarter et à porter la balle en attaque, un joueur qui fait une saison sophomore tout à fait exceptionnelle, peut-être pas dans les stats évidemment, hein, de 16 points, 9 rebonds, c'est pas énorme, mais qui, dans l'impact, est tout simplement l'un des plus positifs de la ligue. Et évidemment, quand on a un meneur qui a des lacunes en défense et un intérieur qui arrive à suivre et à protéger, on va dire, les fesses de son meneur défensivement et à combler ses lacunes tout simplement, et d'un autre côté un Darius Garland qui arrive à trouver de plus en plus souvent un Evan Mobley, que ce soit à l'intérieur ou à mi-distance, ou en tout cas qu'ils arrivent à jouer ensemble, à poser des écrans et tout simplement à rouler vers le panier. Je pense que dans le futur, si ce duo continue à jouer ensemble et si tout se passe assez correctement, le développement de ce duo peut être tout à fait fatal. Mais évidemment, on parle d'un futur hypothétique, et au niveau actuel, je pense pas, et de toute façon, c'est un fait, il n'atteint pas le niveau requis pour rentrer dans mon top 3 et dans le top 3 que je ferai à la fin. Mais du coup, très intéressant, je pense qu'on devrait les suivre tous les deux. Évidemment, c'est un trio plus qu'un duo, donc j'ai un petit peu triché, mais tout spécialement, ces deux joueurs jouent très bien ensemble, même si je pense qu'ils devraient plus servir Evan Mobley offensivement. Il y a des progrès, notamment en fin de saison, et je pense que c'est très intéressant. Donc on va continuer avec un autre cas spécial qui, pour le coup, lui, a le niveau intrinsèque de rentrer dans cette conversation. C'est l'équipe, notamment des Clippers, de Paul George et Kawhi Leonard. Alors, là, on est certainement sur un calibre excellentissime dans cette ligue, hein. On parle de superstars, de stars qui pour l'une peut t'emmener à un titre et qui pour l'autre aurait pu t'emmener à un titre à une certaine période, qui jouent ensemble. Mais il y a très peu de matchs joués ensemble depuis 2019, depuis qu'ils ont commencé à jouer ensemble aux Clippers. Très peu de matchs dus à des blessures, dû à un management qui refuse de leur faire enchaîner les matchs,
a peut-être un problème mental des deux côtés, hein, que ce soit le fait de ne plus être concentré sur le basket, le fait d'avoir des difficultés, je ne sais pas, je vais pas m'avancer. Le fait est qu'ils n'ont pas énormément joué ensemble, mais s'ajoute à cela qu'ils sont très peu complémentaires. Pour moi, Paul George et Kawhi sont le même prototype d'ailier, de joueurs de poste 3, allez 2 peut-être pour Paul George, et Kawhi Leonard dans le small ball actuel peut jouer 4, mais en soi, on va pas se mentir, ce sont des postes de 2-3 et qui sont donc modernes, qui sont donc très forts en défense, que ce soit pour Paul George et Kawhi Leonard. Là, un handle incroyable, un joueur esthétique à avoir joué tout simplement incroyable. Kawhi Leonard est une force, que ce soit en attaque ou en défense, que peu peuvent stopper et que peu ont réussi à stopper lors de ses meilleures années, mais qui donc ne bougent pas le manque, enfin qui n'arrivent pas à jouer ensemble, qui ne peuvent pas tout simplement rentrer dans cette conversation du meilleur duo de la ligue, parce que tout simplement ce sont les mêmes prototypes de joueurs. En plus du fait qu'ils n'ont jamais vraiment joué ensemble et qu'ils jouent sur les mêmes postes, évidemment, l'ensemble de ces difficultés n'aide pas à créer une cohésion, une forme de complémentarité, une forme de fusion, encore une fois, qui peuvent leur permettre notamment d'aller au titre. Ils auraient peut-être pu s'ils étaient au complet cette année, et encore j'ai d'énormes doutes sur le sujet, de par leur talent évidemment, mais certainement pas de par un duo surdominant et complémentaire comme je le demande. Même si intrinsèquement on parle de deux joueurs qui font partie du top 20-25 de cette ligue. Donc oui, Paul George et Kawhi Leonard ne feront pas évidemment partie de cette conversation. Donc je pense qu'on a fini sur les duos intéressants mais qui ne peuvent pas rentrer dans cette conversation, et on va aborder maintenant les duos tout simplement qui sont dans la conversation et qui sont surdominants dans cette NBA. Et on va commencer par Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton. Alors là on est sur une sorte de duo assez compliqué à jauger et à juger, tout simplement parce que au vu de la blessure qu'a eu Chris Middleton pendant les playoffs de l'année dernière et qui a mis beaucoup de temps et qui a eu beaucoup de mal à se remettre en jambes, on va le dire comme ça, cette année, qui n'a tout simplement jamais eu le niveau qu'il a eu lors de ses années All-Star des années précédentes, eh bien, comment jauger ce duo ? Eh bien, tout simplement, je vais parler de la situation actuelle et aussi revenir un petit peu dans le passé pour voir ce qu'on peut en dire. Tout simplement, Chris Middleton, pour moi, a beaucoup été préservé par l'effectif des Bucks, par son coach, etc. Et on a vu lors du premier tour, qui évidemment n'a pas duré longtemps et où ils se sont fait battre, qu'il retournait, malgré un manque d'impact flagrant, il retournait dans ses standards, notamment de saison, avec une vingtaine de points, avec des bons pourcentages. En défense, c'était toujours plus compliqué, mais on l'a vu lors de la saison, il est tout à fait capable de revenir à ce niveau défensif tout simplement, je vais pas dire extraordinaire, mais élite. Et à côté de ça, on a évidemment un Giannis Antetokounmpo qui est potentiellement, et qui est pour moi en fait le meilleur joueur de la ligue actuellement, malgré on va dire son énorme choc et sa blessure aussi au premier tour des playoffs de cette année. Et on a donc un mélange de postes 3 et 4 ou postes 2 et 4 qui peuvent effectivement jouer pour Chris Middleton au poste 2 et 3 et Giannis Antetokounmpo au poste 4 ou 5. Un duo qu'on a qui est parfaitement complémentaire, une propreté extérieure, finisseur pour Chris Middleton, porteur de balle qui perd très peu la balle du coup, finisseur qui peut donc finir les matchs, lancer les gros shoots et tout simplement être clutch. Chris Middleton a souvent prouvé qu'il était clutch, ce qui a beaucoup posé problème aux Bucks lorsqu'il n'était pas là en playoff l'année dernière contre les Celtics, c'est que la finition et la fin des matchs étaient allouées du coup à Giannis Antetokounmpo, qui avait beaucoup plus de mal à pénétrer quand les lignes se resserraient lors des fins de match, à pénétrer, à essayer de tirer à mi-distance. Ce n'est pas son jeu naturellement. Et Jrue Holiday évidemment, qui est un joueur énorme, mais qui est une troisième option qui ne devrait pas prendre ce genre de responsabilité. Donc on remarque déjà que le manque de Chris Middleton dans cet effectif nuit sensiblement aux performances des Bucks en général. Maintenant, je pense qu'on va parler de leur relation, tout simplement. Donc, à la manière d'un Jamal Murray, d'un Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton peuvent se relayer chacun dans leur compartiment de jeu. Que ce soit en porteur de balle principal, les deux peuvent porter la balle. Giannis Antetokounmpo est un excellent porteur d'écran. Lorsque les deux se coordonnent pour attaquer le panier, c'est
tellement difficile à arrêter, tout simplement. Giannis Antetokounmpo est ce genre de leader aussi qui peut laisser le jeu passer par Chris Middleton et qui n'a aucun problème à le laisser faire, à le laisser scorer, même en fin de match. La confiance est absurde entre les deux, évidemment, parce qu'en fait, ils jouent depuis, je crois, 2014 ensemble. Ils ont tout connu. Chris Middleton et Giannis Antetokounmpo sont arrivés dans une des pires périodes des Bucks, une équipe qui gagnait même pas 20 matchs par saison, et ils ont réussi à se relever, à progresser ensemble jusqu'à devenir tous les deux All-Star, MVP, DPOY, tout ce que vous voulez. Les deux ont atteint un niveau de performance défensive assez extraordinaire. Chris Middleton, pour moi, est un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Évidemment, quand on les voit jouer sur un terrain, je pense qu'il y a peu de gens dans cette ligue qui peuvent se vanter de se connaître aussi bien que ces deux-là. Évidemment que ils n'ont pas les spécificités, je dirais, de Nikola Jokic et Jamal Murray, qui sont très spéciales dans leur duo du fait que les deux peuvent passer, les deux peuvent scorer, les deux peuvent lâcher la balle et avoir la balle en main. Giannis Antetokounmpo, même si c'est un bon passeur pour son poste, n'a pas la forme de dominance dans la passe qu'a ce duo et qu'ont ce duo, même Chris Middleton en fait. Mais à l'inverse, Giannis Antetokounmpo est une force tellement supérieure à mon sens dans le scoring et dans la capacité à scorer rapidement. On sait que cette saison, il jouait 6 minutes de moins que Embiid ou que Nikola Jokic. Il marquait bien plus de points évidemment qu'un Nikola Jokic et il était un des meilleurs scoreurs de la ligue à plus de 30 points. Derrière des Embiid, derrière je crois Shai Gilgeous-Alexander ou ce genre de joueur, mais en jouant oui peut-être 5-6 minutes de moins et en se préservant du coup. Giannis Antetokounmpo est cette forme de puissance, de menace offensive presque all-time à la manière d'un Shaquille O'Neal, totalement différent d'un Shaquille O'Neal, mais dans l'impact on ressent la patte et l'influence qu'a eu Shaquille O'Neal sur Giannis Antetokounmpo et on remarque tout simplement que l'un a besoin de l'autre pour gagner. Giannis Antetokounmpo est, comme je l'ai dit, sûrement il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais pour moi le meilleur joueur de cette ligue actuellement. Il a besoin pour gagner un titre et aller loin en play-off d'un extérieur capable de scorer, et qui peut le faire mieux que Chris Middleton, qui joue avec lui depuis 2014, qui a atteint des performances qu'on n'attendait pas de ce joueur tout simplement, et qui tout simplement est un All-Star qui pour moi ne sort pas du tout de son prime, même la blessure qu'il a connue, il peut revenir. J'espère simplement qu'il n'est pas plus fragile qu'avant blessure, parce qu'il a été tellement préservé qu'on se demandait s'il n'avait pas des sortes de réminiscences de sa blessure. Mais en tout cas, pour moi, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton est le type de duo qui t'emmène jusqu'à un titre. Ils l'ont déjà fait et ils le referont peut-être dans le futur, à voir ce qu'il arrive de Chris Middleton cet été ou les étés qui arrivent. Enfin bref. Voilà, on est clairement dans le type de duo qu'on recherche pour se comparer avec Jamal Murray et Nikola Jokic, et on va en parler tout simplement d'un autre duo qui, à mon sens, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, atteint ce niveau de performance. On va parler donc de Stephen Curry et Draymond Green. Allons-y. Alors, Stephen Curry et Draymond Green. Déjà, vous allez me dire, et je suis totalement d'accord avec vous, que ce duo a une forme de complémentarité totalement parfaite, c'est sûr, ils l'ont assez prouvé, mais vous allez me dire que c'est peut-être pas le duo dominant de Golden State, en tout cas historiquement. Déjà, on a un Stephen Curry qui est intrinsèquement bien plus fort qu'un Draymond Green, tout autre type de joueur, mais je pense que ce n'est pas débattable, tout simplement. C'est le duo qui arrive à sublimer l'un comme l'autre leur jeu de manière totalement jamais vu. C'est peut-être l'un des meilleurs duos de l'histoire. Un duo qui permet à Stephen Curry, qui est un meneur, qui donc ne peut pas jouer avec un deuxième meneur, de jouer off-ball, d'avoir et de sublimer ses qualités off-ball, car Draymond Green a cette capacité de porteur de balle et de passeur élite malgré son poste, qui lui permet de trouver Stephen Curry et de permettre à Stephen Curry d'avoir ses spots préférentiels, notamment à 3 points, de se démarquer. Il permet aussi, Draymond Green en tout cas, permet à Stephen Curry de prendre des bons écrans, des excellents écrans, même s'il y a eu beaucoup de critiques sur des écrans en mouvement, etc. On peut pas nier que ce jeu d'écran de Stephen Curry est totalement dû, à Steve Kerr évidemment, mais totalement dû au jeu
on-ball, excusez-moi, de Draymond Green, qui a permis donc à Stephen Curry d'être le principal artisan de tous les titres, de toute l'histoire récente de Golden State, qui est sûrement, et qui est d'ailleurs, je pense, la plus grande franchise des 10 dernières années. En tout cas la plus victorieuse, grâce notamment à la gravité de Stephen Curry, qui est totalement due au jeu de Draymond Green, enfin partiellement, en grande partie due au jeu de Draymond Green. Draymond Green qui, lorsque Stephen Curry était encore un très mauvais défenseur, permettait, comme je l'avais déjà dit pour Darius Garland et Evan Mobley, de combler ses lacunes défensives en le cachant et en étant tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire à mon sens, un Deepoy une fois mais qui aurait pu l'être 2 fois, notamment l'année dernière, qui a permis à Stephen Curry d'avoir l'année dernière son premier titre de finale MVP, qui a ses performances qui diminuent. Évidemment, avec l'âge, Draymond Green commence à devenir plus âgé. Il n'a plus les qualités athlétiques qu'il avait il y a peut-être 5 ans, mais qui malgré ça, et tout le monde est au courant, s'il part cet été de Golden State, c'est peut-être la fin d'une ère. Cette ère commence à se fermer, on va dire, entre gros guillemets. Déjà avec la démission de leur GM, on va voir ce que fait Steve Kerr et tout ça, mais je pense que la plus grosse perte pour Stephen Curry, je parle pas de Golden State, je parle de Stephen Curry, la plus grosse perte pour Stephen Curry serait le transfert ou en tout cas la signature par une autre équipe de Draymond Green. Draymond Green évidemment est un joueur complément qui ne se suffit pas à lui-même, c'est le premier dont on parle qui ne peut pas dominer par lui-même et rendre une équipe meilleure juste par sa seule présence. Enfin, si, il le peut chez un contender avec d'autres scoreurs, etc. Mais il ne peut pas être cette première option, que ce soit offensive ou ce joueur game changer qui va te faire gagner des finales. Non, lui, c'est une option de complément, un des meilleurs compléments, évidemment, de l'histoire, mais qui n'a peut-être pas le niveau intrinsèque d'autres joueurs dont on a parlé, mais qui, par son histoire avec Golden State, son développement tout au long de sa carrière à côté de joueurs comme Stephen Curry ou Klay Thompson leur ont permis de se sublimer, leur ont permis d'être une des meilleures équipes de l'histoire, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire en 2016, et qui est un élément fondamental aussi en termes de leadership. On a remarqué que Stephen Curry s'était beaucoup amélioré en termes de leadership l'année dernière et même cette année contre les Kings. On a eu des histoires de discours, etc. Mais il a toujours su se faire suppléer, même si c'est le leader de cette équipe, par Draymond Green, qui est le leader de ce vestiaire indubitablement, qui est le gueulard en chef, qui est le général, tout ce que vous voulez, qui malgré des lacunes, on va dire, dans le comportement entre son histoire avec Jordan Poole ou ses exclusions à répétition lors des playoffs, des dernières playoffs, ces fautes un peu bêtes, reste néanmoins un des défenseurs et un des générales dans l'histoire de la NBA les plus importants qu'on aura vu. Je veux pas sous-estimer le niveau de Draymond Green. Je pense que c'est clairement le style de joueur qui plaît aux geeks du basketball. Et je pense que ce duo, encore aujourd'hui, parce que oui, on parle d'aujourd'hui, et je pense que ce duo, même si Stephen Curry est encore dans son plein prime, a baissé de niveau parce que Draymond Green, tout simplement, n'a plus le même impact et loupe aussi un petit peu plus de matchs. Stephen Curry aussi, d'ailleurs, loupe beaucoup de matchs, et on a remarqué une baisse significative de leur niveau collectif lors de cette saison régulière et même lors de ces playoffs, où Draymond Green a eu des matchs sans et où le collectif autour de Stephen Curry était tout simplement un peu faiblard, pour être gentil. Enfin bref, voilà, je pense qu'on a affaire à un duo très intéressant pour notre futur top 3 à la fin. Et on va finir encore avec 2 duos, ouais, il nous en reste 2, qui peuvent très clairement pour l'un d'entre eux rentrer dans le débat et qui, dans un futur proche, pourrait l'être aussi pour le second, à voir comment se développe ce duo. Mais je vais vous parler du coup de ce duo en développement, même si vous allez me dire qu'ils ont atteint une sorte de prime ou de fin de cycle. Je suis pas du tout d'accord. Je vais vous parler de Jaylen Brown et de Jason Tatum. Alors,
Ces deux joueurs sont assez compliqués à jauger, hein. Ils ont fait des finales de conférence en 7 matchs cette année. L'année dernière, ils ont été finalistes et sans la blessure de Jason Tatum, peut-être même qu'ils auraient pu gagner ce titre NBA. Néanmoins, il y a beaucoup de problématiques autour de ce duo. Intrinsèquement, je pense qu'on est sur le meilleur duo de la ligue, hein. Jaylen Brown marque plus de 27 points par match, Jason Tatum plus de 30 ou 31 points par match sur la saison. Comme je l'ai dit, ce sont d'anciens finalistes NBA. Jason Tatum a fini 4e au titre de MVP. On est sur 2 défenseurs sur l'homme et collectivement qui sont assez incroyables, mais ce sont 2 joueurs qui jouent peut-être pas sur les mêmes postes, mais qui ont les mêmes caractéristiques et qui sont en fait des alphas. Des joueurs alpha à mon sens, qui ne peuvent pas se permettre et qui n'ont peut-être pas encore la maturité de déléguer et de jouer ensemble. Ils ne comprennent pas encore pour moi, et pourtant ils ont je crois 25 et 26 ans, ils ne comprennent tout simplement pas encore que c'est en duo et c'est en jouant, en essayant de jouer ensemble et de se coordonner qu'ils pourront être létales et potentiellement être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe sur les 10 prochaines années, tout simplement. En tout cas, les 5-7 prochaines années. Parce qu'on a un joueur qui a clairement un calibre MVP, un autre joueur, Jaylen Brown, qui pourrait être franchise player dans plus de la moitié des effectifs de la NBA s'il ne jouait pas aux Celtics, et les deux jouent ensemble. Enfin, voilà le premier problème et le principal problème pour moi, c'est qu'ils ne jouent pas réellement ensemble. Ils jouent chacun leur tour. Et c'est une vraie problématique, notamment en play-off, lorsque le jeu est plus compliqué, plus resserré, parce que tout simplement, Jason Tatum ne peut pas assurer le scoring à lui tout seul, et du coup est aidé par Jaylen Brown, mais du coup on a des 4 minutes de jeu lors d'un carton où Jaylen Brown ne prend pas un tir, ou alors c'est le tour de Jason Tatum qui lui ne prend pas de tir, qui pose des écrans peut-être, ou qui essaye de créer du jeu, qui s'est d'ailleurs beaucoup amélioré au score, à la passe, notamment en finale l'année dernière. On l'a vu très doué à la passe, faisant des doubles-doubles malgré sa blessure. Je sais plus où était sa blessure, mais sa blessure qui l'a handicapé toutes les finales. Mais malgré ce potentiel de fou, on juge le jour J. Et au jour J, je pense qu'on est sur 2 joueurs intrinsèquement supérieurs et qui rentrent tout simplement dans leur prime, mais 2 joueurs qui n'arrivent pas à se coordonner, qui peut-être en dehors des terrains ont eu beaucoup de soucis de compréhension de l'autre. C'est-à-dire que je pense que les deux ne s'appréciaient pas au début. Ça a beaucoup évolué, hein. On a vu la gueulante de Marcus Smart l'année dernière qui les a réveillés, qui les a secoués un peu. On a vu que les deux s'entendaient de mieux en mieux. On voit des vidéos, enfin, je sais pas ce que ça compte vraiment, mais enfin si ça compte vraiment, mais on les voit de plus en plus positifs les uns par rapport aux autres, en tout cas jusqu'au play-off de cette année. Parce que maintenant on a beaucoup plus de rumeurs sur Jaylen Brown qui voudrait partir potentiellement, il l'a pas dit clairement, mais il y a des rumeurs en tout cas dans la ligue, c'est un secret de polichinelle, qui voudrait partir. Moi je trouverais que c'est une erreur abyssale de faire ça, peut-être pour avoir plus de responsabilités entre gros guillemets, ou en tout cas devenir la tête d'affiche d'une autre équipe. Moi, je souhaite et je pense que tout le monde va essayer de convaincre Jaylen Brown de rester. Et je pense que c'est cet été que ce cap doit être franchi, de devenir en fait un duo qui se complète, qui joue en harmonie. Je ne sais pas de quelle manière ça va se passer. Je pense que Jason Tatum doit être ce porteur de balle et doit encore s'améliorer à la passe, même si il est devenu déjà presque élite, hein. On est passé d'un joueur scoreur unidimensionnel qui prenait des shoots un petit peu casse-croûte à un joueur capable de passer la balle. Mais il va falloir trouver Jaylen Brown dans les bons spots, parce que Jaylen Brown est aussi un joueur qui prend des shoots encore très mauvais, ou qui arrive à s'enfermer dans une forme de jeu, de tunnel vision, alors que même que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Je pense que les deux ont des progrès à faire, et qui à terme, s'ils arrivent à passer ce step supérieur, seront tout simplement inarrêtables dans les prochaines années. Enfin bref, voilà où on en est pour Jaylen Brown et Jason Tatum. Et on va finir peut-être par le meilleur pour la fin, je ne sais pas. On va parler de LeBron James et Anthony Davis. Alors là, moi je suis un grand fan de LeBron James, j'adore aussi Anthony Davis, même si les dernières années ont été plus compliquées, et je pense tout simplement que là on est sur le sommet NBA du QI basket, tout simplement, avec ces 2 joueurs. Offensivement, défensivement, le jeu collectif lorsqu'ils jouent ensemble est léché,
tant qu'ils ont des scoreurs défenseurs, enfin des shooters défenseurs plutôt autour d'eux, c'est tout simplement une forme de cheat code ultime pour moi. Ils sont le relais de l'un de l'autre. LeBron James sait clairement faire jouer Anthony Davis dans les meilleurs spots. Anthony Davis, quand il est proche du panier, est tout simplement inarrêtable, on l'a vu, même si parfaitement inconsistant sur certains matchs et ultra dominant sur d'autres, ce qui est assez énervant à regarder jouer. Malgré ça, on est sur un duo qui se complète parfaitement. Un LeBron James qui peut jouer du poste 1 à 5 tout simplement, qui peut trouver Anthony Davis dans les meilleurs spots. Leur pick and roll est létal. Anthony Davis est un défenseur tout simplement impressionnant, qui regarde dans les yeux tout simplement chaque deep de chaque année précédente, que ce soit Giannis Antetokounmpo ou même cette année, et surtout cette année d'ailleurs Jaren Jackson Jr. Contre qui il a joué lors du premier tour et qu'il a tout simplement, à mon sens, mangé. On est sur deux joueurs qui sont clutch, qui se connaissent par cœur et qui pourtant ont beaucoup moins de temps ensemble et de minutes passées ensemble sur le terrain que d'autres, mais qui sont tout simplement des joueurs supérieurs, comme on en croise rarement. Anthony Davis n'a pas eu la carrière escomptée à cause notamment du fait de jouer à Nola et ensuite d'avoir ses saisons écourtées par les blessures, et aussi d'un caractère qui montre qu'il n'est pas réellement un franchise player dans l'exemple et dans le caractère, mais qui est parfaitement remplacé, on va dire, par LeBron James, qui lui est un des meilleurs leaders de tous les temps. Donc oui, pour moi, à mon sens, si les deux sont en pleine santé, et même s'ils ne sont pas en pleine santé du côté de LeBron James, qui peut avoir des difficultés liées à l'âge ou à une ancienne blessure qui reste tout simplement sur son physique, arrive quand même à dominer, que ce soit au rebond, à la passe, que ce soit même en pénétration. Évidemment pas au shoot extérieur, on l'aurait vu pendant ces playoffs, c'est peut-être le plus gros défaut de ce duo, mais qui du coup, s'il est suppléé par des shooters, peut tout simplement aller jusqu'à un titre NBA, alors même que LeBron James a déjà 38 ans. Non, ce duo est parfaitement l'un des plus dominants de cette dernière décennie, qui a malgré tout ça eu beaucoup de difficultés à jouer ensemble du fait de mauvais choix d'un front office et du fait de blessures récurrentes, de problèmes que ce soit dans le vestiaire ou à l'infirmerie, mais qui intrinsèquement peut jouer le titre, même en finissant 7e de conférence. Donc oui, évidemment que je place LeBron James et Anthony Davis dans cette caste de duo-là. Enfin bref, on a parlé, je pense, de l'ensemble des duos les plus intéressants de cette ligue. Évidemment, vous allez me dire qu'on n'a pas parlé d'un duo comme Joel Embiid et James Harden. Je pense tout simplement que en play-off, on l'a assez vu. Je ne le mettrai pas dans la case des duos, parce que en saison régulière, sur 2-3 séquences, ils arrivent à jouer ensemble, 2-3 dispositifs, notamment un pick and roll pour Joel Embiid, ou lui passer la balle au poste, ou alors ressortir sur James Harden à 3 points. Ce sont en fait les seules choses qu'ils savent faire. C'est énormément méchant et partiellement faux de dire ça, mais c'est leur manière de jouer un petit peu stéréotypée qui leur ont porté préjudice, notamment pendant les playoffs, qui me fait dire que ce duo en fait n'en est toujours pas un, qui joue de manière assez prévisible, que ce soit l'un ou l'autre, malgré un talent lui aussi supérieur et des joueurs calibrés MVP, un joueur meilleur scoreur, l'autre meilleur passeur, un MVP tout simplement cette année en la personne de Joel Embiid, mais qui tout simplement me déçoit grandement et qui je ne le mettrai pas dans ce top 3 tout simplement parce que je pense que ce duo est fini avant même d'avoir commencé. James Harden va sûrement retourner, en tout cas être transféré à Houston, donc voilà pourquoi en parler plus longuement, tout simplement. Donc on va venir tout doucement sur la fin de cette vidéo. Je vais donc vous annoncer tout simplement mon top 3 des meilleurs duos de cette ligue actuellement. Peut-être même on a affaire à une cuvée incroyable et ils font partie des meilleurs duos de l'histoire ou des 10 dernières années, je ne sais pas. Je m'avance beaucoup au vu des performances récentes qu'on a vues en play-off de la part de nombre de ces duos et de ces équipes. Pour moi, on est clairement sur l'une des meilleures saisons, des meilleures séries de play-off de ces dernières années, une des meilleures
c'est incroyable ce qu'on a à voir chaque soir en NBA. On a beaucoup de chance. J'espère que vous continuez à regarder même la finale, même si certains la trouvent moins hype. Enfin bref, on va passer tout de suite à la dernière partie concernant mon petit top 3 pour finir. Allons-y. Right into Jokic, finds Murray wide open. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses pour l'ensemble de ces duos dans la partie précédente. Et je pense qu'on va faire très rapidement sur ce top 3 en disant directement la troisième place. Pour moi, en troisième position des duos en NBA actuellement, nous avons Stephen Curry et Draymond Green. Alors, qu'est-ce qui me pose problème pour ne pas les mettre premiers ? Eh bien, c'est tout simplement le niveau intrinsèque d'un côté. En la personne de Draymond Green, j'ai pas envie de le disrespecter, mais je pense réellement qu'il n'a tout simplement pas le niveau All-Star et plus non plus le niveau Deep-Boy pour permettre à Stephen Curry notamment d'aller chercher un titre à eux deux comme ils auraient pu le faire il y a quelques années. Il vieillit, il est encore évidemment indispensable au dispositif de Golden State, mais il y a une forme de, même si la complémentarité est peut-être l'une des meilleures de l'histoire, il y a une forme d'inconsistance d'un côté avec Draymond Green qui me permet pas de les mettre plus haut. Là où on a pour les joueurs supérieurs dans ce top 3 notamment, qui seront tous d'un niveau au minimum All-Star, même s'ils ne sont pas tous, on le verra, mais qui ont tous un niveau minimum All-Star. Donc voilà, tout simplement, je pense qu'on a tout dit pour ce numéro 3. Et avant d'annoncer le numéro 2 et le numéro 1, enfin en tout cas les gagnants, je vais tout simplement spoiler en disant quel duo, enfin les deux duos qui sont en confrontation pourraient être les meilleurs de cette ligue. Et pour moi, ce sont tout simplement Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton contre Jamal Murray et Nikola Jokic. Comme vous l'avez vu, LeBron James et Anthony Davis ne sont pas de la partie, tout simplement parce que LeBron James, à mon sens, a montré récemment qu'il n'avait pas le niveau, peut-être dû à une blessure, parce que sa saison régulière est énorme, mais pas le niveau intrinsèque pour rivaliser, et que Anthony Davis a des matchs complètement sans, en tout cas offensivement, ne permettant pas de combler les lacunes, notamment au shoot extérieur des LeBron James. Ils me feront mentir, j'en suis persuadé, l'année prochaine. Mais sur les performances récentes, ce n'est pas le cas. En parlant de performances récentes, on va parler d'un duo qui donc a déjoué très récemment, Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton, mais qui pour moi compensent par leur ancienneté, par le fait qu'ils ont dominé des saisons régulières pendant des années, qu'ils ont été tous les deux All-Stars ensemble, ce que Jamal Murray et Nikola Jokic n'ont pas eu, parce que tout simplement ils ont mis plus de temps à se développer et à dominer peut-être, ils ont joué moins longtemps aussi comparé à Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton, même si les deux duos ont joué énormément de matchs ensemble. Pour moi, ces deux duos sont en confrontation. Comme je l'ai dit, je mettrais la fusion, la complémentarité et le fait de jouer ensemble peut-être du côté de Jamal Murray et de Nikola Jokic, qui ont une forme de jeu collectif, de jeu à deux, que j'ai rarement vu, si ce n'est jamais vu dans la NBA, peut-être avec les Spurs, et encore, je ne pense pas. Un jeu dans l'elbow, de passe, de scoring à deux, qui est tout simplement impressionnant. Donc, je le mettrais de ce côté-là. Leur jeu collectif est supérieur. Mais du côté de Giannis Antetokounmpo et de Chris Middleton, on a aussi une forme de complémentarité assez intéressante avec un joueur tellement dominant à l'intérieur qu'il en est tout simplement l'un des plus grands de l'histoire, si ce n'est à terme le plus grand de l'histoire. Je m'avance évidemment, mais il pourra être dans la conversation de ces types-là à la fin de sa carrière. Et un Chris Middleton qui, lui, contrairement à Jamal Murray, a été même si beaucoup plus vieux que Jamal Murray, lui a déjà été plusieurs fois All-Star. Il a déjà montré dans les gros moments et dans les matchs peut-être plus serrés que les Denver Nuggets cette année, qui n'ont pas connu de résistance assez importante, ou en tout cas qui ont dominé de manière à ne pas connaître cette forme de résistance entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais qui n'ont pas eu besoin d'être particulièrement clutch sur l'ensemble d'une série. Chris Middleton nous a déjà prouvé, et c'était en finale NBA, c'était en finale de conférence, sans Giannis d'ailleurs,
pour la série contre Atlanta, qu'il était ce prototype de joueur qui pouvait faire gagner des séries et des matchs. Les deux ensemble comblent des lacunes et permettent à l'autre de dominer dans leur propre séquence de jeu, que ce soit à l'intérieur ou en étant porteur de balle et extérieur principal, scoreur principal pour Chris Middleton, qui permettent aussi de combiner. Les deux combinent parfaitement bien, mais c'est surtout que ça permet, je pense, à Giannis Antetokounmpo de gagner des titres, tout simplement. Ce duo permet à Giannis d'être un joueur qui a tout raflé dans sa jeune carrière, qui est à peine dans son prime et qui a déjà tout gagné en NBA. Et tout ça, je ne vais pas dire que c'est grâce à Chris Middleton, il y a beaucoup plus de facteurs, mais sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tout simplement pour finir les matchs, pour être ce deuxième relais, pour donner cette forme de gravité et que toute la défense ne soit pas attardée sur Giannis Antetokounmpo, pour donner ces lignes de cut, ces lignes de pénétration pour Giannis qui lui permet de dominer à un niveau qu'on n'a jamais vu. Enfin bref, les deux, je m'en suis déjà beaucoup attardé. Les deux sont extrêmement serrés, mais j'ai décidé pour l'instant de donner l'avantage à Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton. Je mets donc Jamal Murray en numéro 2 et Giannis et Chris Middleton en numéro 1. Et évidemment, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, parce que aussi il y a une forme de culture de l'instant. On voit les performances de Jamal Murray et Nikola Jokic sur ces campagnes de playoffs, mais il ne faut pas oublier ce qu'a accompli ce duo de Giannis et Chris Middleton les dernières années. On parle quand même d'un duo qui donc a eu une bague assez impressionnante, avec les deux des performances assez incroyables, qui ont su se relayer, que ça soit sur le terrain, mais aussi en remplaçant l'autre quand il n'avait pas le niveau ou quand Giannis était blessé notamment, qui ont dominé 4 ans de régulière à deux, qui font partie d'une des meilleures équipes du début des années 2020, et Jamal Murray et Nikola Jokic. Il faut pas oublier que ce duo a réellement montré tout son talent lors de ces playoffs. Peut-être lors de la bulle 2020, mais ça commence aussi à dater. Entre-temps, il y a eu des blessures, il y a eu aussi le niveau de Jamal Murray qui est quand même beaucoup moins important et impressionnant en saison régulière. Peut-être qu'il s'économise, peut-être qu'il est fait pour les grands moments, et évidemment, on va pas lui enlever ça. Mais le fait est que en saison régulière, on ne parle pas du même joueur, et d'ailleurs, en saison régulière, on n'aurait pas fait je n'aurais pas fait ce type de podcast sur ce duo-là, parce que Nikola Jokic domine évidemment autant qu'en play-off, mais ce n'est évidemment pas le cas pour Jamal Murray. Donc j'attends ce petit step-up de sa part. J'attends aussi plus de longévité, en fait. Plus de longévité au extrêmement haut niveau. Ce que Giannis et tout ça ont déjà eu, mais ce qui manque encore à Nikola Jokic et Jamal Murray pour faire partie de la conversation. Enfin, ils font déjà partie, mais pour être indubitablement le meilleur duo de cette ligue. Donc voilà. Je pense que mon top 3 s'entend tout à fait parfaitement. D'ailleurs, maintenant qu'on se le dise, le numéro 4 sera LeBron James et le numéro 5 sera Jaylen Brown et Jason Tatum. Après, je vous laisse faire la suite de votre top 5, top 10, que vous voulez. Mais on est sur ce type de numéro, ce type de top 5. Je vais pas plus expliciter pourquoi. Je pense que j'en ai déjà assez parlé dans la partie précédente. Donc, j'espère néanmoins, malgré le fait que je me suis un peu perdu dans mes explications sur l'ensemble de ces duos, parce que bizarrement, c'est assez compliqué à expliquer mon avis sur l'ensemble de ces duos. C'est pas facile, voilà. Je pense que j'en ai fini. J'espère tout de même que ça vous a plu. Il y aura d'autres tops comme ça, des top 10 aussi, parce qu'un top 3, on est encore un petit peu gentil. J'aurais pu aller plus loin, je pense. On fera un top 10 dans quelques mois, peut-être. On reviendra sur les meilleurs duos de l'histoire. Peut-être lors de l'intersaison, on verra. Mais en tout cas, ce podcast est fini. J'espère qu'il vous a plu, comme je l'ai déjà dit. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon match que vous avez peut-être déjà vu au moment où je sortirai ce podcast. Et à la prochaine pour un nouveau podcast. Bonne soirée.